Bonjour, aujourd'hui je me trouve dans un endroit d'habitude fermé au public. On est sous la toiture de la chapelle des Pénitents Blancs située au centre-ville de Montpellier. Et si on est ici, c'est que cette toiture justement connaît actuellement des problèmes et est en train d'être rénovée puisqu'il y a eu des problèmes de fuite. C'est l'atelier Saint-Blaise et Saint-Thomas qui dirige les travaux de rénovation et on va tout de suite retrouver Olivier Maubert qui dirige cette société. C'est une église qui, dans la construction, date du XIIe siècle, et qui a été modelée, remodelée, déconstruite, démolie pour partie, agrandie au fil des siècles. Donc elle a été profondément remaniée au fil du temps. Et ce qui fait aussi sa complexité, parce qu'on retrouve des époques différentes dans l'architecture, dans le style. C'est aussi ce qui peut parfois compliquer les restaurations. Mais c'est une église, oui, qui a vraiment beaucoup d'histoire et qui a de l'histoire au cœur même de Montpellier, quoi. Vous voyez, en fait, là... Donc là, vous êtes intervenu ici parce que le plafond menaçait de s'écrouler, c'est ça? Alors initialement, on est d'abord intervenu sur le toit. On était d'abord là pour refaire le toit qui laissait rentrer l'eau. Et quand on a découvert le toit et commencé à inspecter la charpente, on s'est rendu compte que la charpente était absolument pourrie et ne tenait plus à la fois le toit, c'est pour ça qu'il est affaissé en partie, et également la charpente ne tenait plus le plafond de la salle des archives où nous sommes. Donc d'un premier chantier de réfection de toiture, on est passé à un deuxième chantier de confortation de charpente et de stabilisation de la voûte de la salle des archives. La première étape, c'est une étape de nettoiement pour y voir clair et de diagnostic. Après, la deuxième étape, une fois qu'on a diagnostiqué, un, le problème, et deux, comment tout ça est imbriqué, la deuxième étape, c'est de construire une solution. Donc vous le verrez quand on va passer au-dessus, on a mis en place une charpente en acier provisoire avec une bâche pour pouvoir couvrir l'ensemble du toit. Donc on a fait un toit sur un toit pour pouvoir travailler avec le toit en tuiles découvert. Et une fois qu'on a mis cette charpente métallique provisoire, on a pu commencer à travailler au confortement. Et cette semaine, là, on a changé les deux grosses pannes principales qui soutiennent la charpente. Qui étaient donc les deux poutres, les deux piliers, c'est ça? Qui étaient les deux poutres principales qui normalement tenaient le toit et qui tenaient aussi pour partie ce plafond. Elles étaient complètement mangées du côté du clocher. Elles étaient mangées par la pluie et par la pourriture. Mais la première chose pour nous, d'abord, c'est maintenant de reconstruire ce toit et de mettre ce toit hors d'eau. Après, pour la réfection de l'ensemble de la pièce, je pense que ça fera l'objet d'une seconde tranche de travaux avec un nouvel appel d'offres. On a nettoyé partout et puis on a mis en place cette grosse poutre qui est devant nous, qui pèse 900 kg et qu'il a fallu rentrer, on va dire, par un trou de souris. Combien d'hommes travaillent là, justement, sur la toiture? Là, il y a une équipe de 4 là, qui est en train de travailler. Lundi, quand on a fait l'opération de montage de ces deux poutres, on était 9. Dans le monument historique, il ne faut pas vouloir aller trop vite, il faut prendre le temps de la réflexion, parce qu'il n'y a pas de solution toute faite, quoi. Je reviens sur la toiture, qu'est-ce qu'elle avait? Qu'est-ce que c'était essentiellement des problèmes de fuite? Oui, la toiture avait des problèmes de fuite pour plusieurs raisons, hein. Déjà une charpente défaillante, donc vous avez une toiture qui était très gondolée. Donc ça c'est très propice aux entrées d'eau. Et puis c'est une vieille toiture qui avait été remaniée, je pense, la dernière fois au début du XXe. Donc elle avait besoin d'entretien aussi. Donc une toiture gondolée, des vieilles tuiles, des vieux pare-feuilles, des chevrons qui étaient pourris pour certains. Justement, quel est le cahier des charges pour ce qui concerne les matériaux? Est-ce qu'il est très strict? Alors, en monument historique, il est très strict. On doit utiliser tous les matériaux qui sont les plus proches des matériaux d'origine. Donc nous, on ne travaille qu'avec la chaux, très rarement du ciment, très rarement du béton sur des monuments historiques, vraiment dans des consolidations particulières. Mais le quotidien, ça se fait avec de la chaux, soit de la chaux aérienne, soit de la chaux hydraulique, dans laquelle on vient ajouter des pigments pour obtenir la couleur
où on vient colorer, notamment quand on fait des enduits, directement en choisissant les sables qui nous permettent d'avoir la couleur désirée. Le fait de travailler sur des monuments historiques, est-ce que ça vous oblige, ça vous pousse à du coup étudier toute l'œuvre littéraire, de faire des recherches historiques en tout cas? J'imagine que sur un bâtiment comme celui-ci, il n'y avait pas de plan à l'époque, mais est-ce qu'il le faut, en tout cas, il y a une nécessité d'aller chercher la documentation historique? Alors il y a une nécessité, oui. Alors c'est pas forcément nous qui faisons ce travail, hein. L'architecte en chef des monuments historiques fait ce travail de recherche, de documentation historique, de comprendre les différentes périodes de construction, les différents matériaux. Tout ça, c'est fait par l'architecte en chef des monuments historiques. Et on a besoin de comprendre un peu comment les choses ont été faites dans le temps, parce que ça aide souvent à réparer. Ou en tout cas, ça aide à comprendre et à réparer dans le style, dans l'esprit.